Bonsoir à tous et à toutes, chers participants sur cette plateforme Zoom et ceux qui sont en train de nous suivre également en live sur Facebook. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous virtuel de Wati sur le renforcement et la transformation des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest, avec un accent particulier sur l'accès à l'éducation pour les filles et leur maintien à l'école. Merci à toutes et à tous d'être là et surtout merci à celles et ceux qui croient à la puissance de l'éducation des filles comme moteur de transformation sociale, notamment notre partenaire, l'ambassade d'Irlande au Sénégal, qui nous accompagne sur ce projet. Le 11 octobre, Journée internationale de la fille, nous rappelle combien l'éducation demeure un levier essentiel pour l'égalité et l'autonomisation. Pourtant, en Afrique de l'Ouest, des millions de filles continuent de faire face à des obstacles persistants qui freinent leur parcours scolaire. Et selon les chiffres de l'UNESCO de l'année 2023, près de 30% des filles quittent l'école avant la fin du primaire et plus de la moitié n'atteignent pas le secondaire dans plusieurs pays de la région. C'est donc dans ce contexte que nous nous interrogeons aujourd'hui. Quelles sont les bonnes pratiques à renforcer pour maintenir les filles à l'école et comment ces efforts-là peuvent-ils se traduire en une réelle autonomisation et égalité des chances? La discussion qui va suivre avec notre invité, Aïcha Awaba, que j'aurai le plaisir de vous présenter plus en détail, va permettre de mettre en lumière les défis et solutions pour le maintien des filles à l'école en Afrique de l'Ouest, en soulignant son rôle central dans l'autonomisation des filles et la réduction des inégalités. Donc, avant de donner la parole au docteur Gilles Yabi, directeur exécutif de Wati, pour son mot de bienvenue, j'informe les participants que l'interprétation en anglais est également disponible en cliquant juste sur le bouton dédié sur l'interface Zoom. Gilles, à toi pour le mot d'ouverture. Oui, merci Mariem Cissé, chargée de recherche principale à Wati, en particulier sur les questions de développement humain. Merci à chacune et à chacun de vous de nous avoir rejoints. Un grand merci à notre invitée du jour, Aïcha Awaba du Bantare Group. Elle sera présentée avec plus de précision tout à l'heure par Mariem. Je fais ce mot au nom de Wati, mais aussi au nom de notre partenaire, l'ambassade d'Irlande au Sénégal. Alors, les collaborateurs de l'ambassade sont en réunion en ce moment et donc n'ont pas pu se joindre à nous pour l'ouverture de ce dialogue virtuel. Mais je voulais quand même souligner, comme je le fais régulièrement, à nouveau, à quel point nous sommes heureux de ce partenariat, je dirais en particulier parce que à chaque fois, je donne aussi l'exemple de l'Irlande pour montrer que lorsqu'on regarde ce qui unit beaucoup de pays africains, peut-être que l'élément historique le plus important, c'est la colonisation, le fait d'avoir été dépossédé pendant un certain temps de la définition de notre trajectoire politique, institutionnelle, sociale. Et parfois, on oublie que même de ce point de vue-là, les pays africains ne sont pas les seuls et que sur tous les continents, il y a des peuples, il y a des pays qui ont fait l'objet de domination par d'autres et que cela ne les a pas empêchés ensuite de regarder en face ce passé, de ne pas l'oublier, de le transmettre à travers notamment l'éducation, mais en même temps de se projeter toujours dans le futur et en construisant notamment le socle le plus important de toute société, le capital humain et au-delà, cette notion de capital humain qui peut être un peu critiquée parce qu'il y a une vision très économique, mais c'est aussi tout simplement ce qui fait la force de toutes les sociétés, c'est notre humanité et si on la construit à travers les valeurs, à travers des savoirs, à travers des savoir-faire et à travers du savoir-être. Et donc à travers tout ce que nous considérons comme relevant de l'éducation dans le sens le plus large de ce terme, qui inclut donc la culture. Et je voulais aussi souligner que dans le cadre de notre partenariat avec l'Irlande, hein, je crois que c'est déjà la deuxième année que nous avons en particulier mis l'accent sur les questions d'éducation, de transformation et de renforcement des systèmes éducatifs. Depuis le début seulement de cette année, depuis janvier, j'ai essayé de faire le point tout à l'heure. Je crois qu'on est aujourd'hui au 7e rendez-vous sur ces questions d'éducation, à nouveau depuis le début de cette année avec une série
au sein de la grande série sur l'éducation, une série sur le thème du maintien des filles à l'école. Et évidemment, on a choisi le maintien et pas simplement l'accès, parce qu'il y a des progrès importants dans l'accès, des progrès moins importants dans le maintien à l'école. Et je pense que ce sera évidemment un élément qui sera discuté tout à l'heure dans le cadre de cette conversation. Mais au-delà de ce sous-thème hein, consacré à l'égalité des filles et des garçons dans l'accès et dans la poursuite des études, nous avons aussi eu des tables rondes virtuelles sur la question de la formation des enseignants, sur la question des conditions de vie et du travail des enseignants, et sur la question de la conception et de la révision des programmes scolaires. Et d'ailleurs, je souligne qu'un de nos participants, Mohamed Ly de l'association ARED basée au Sénégal, qui travaille beaucoup sur les questions d'éducation dans les langues locales, a reçu le prix le plus important au niveau mondial dans le domaine de l'éducation, le prix IDAN, il y a quelques jours. Donc, on le félicite. Et ça montre à nouveau l'importance que nous accordons à Wati aux questions d'éducation. Et nous avons également eu un rendez-vous sur l'égalité filles-garçons et le maintien à l'école avec la professeure Marie-France Lange. C'était le dernier dans cette série après Madame Barbara Chetry de Plan International. Et aujourd'hui, donc, Aïcha Awaba, qui va apporter une autre perspective sur la même question. Et ça, c'est aussi pour souligner ce qui, pour nous, en tout cas, est très important dans ce que nous faisons. Nous essayons de travailler dans la durée, d'approfondir les choses. Et donc, on peut s'étonner que nous ayons le même thème avec plusieurs invités, mais ce n'est pas précisément parce que sur toutes ces questions, on essaie d'encourager l'intérêt de tout le monde, en fait, pour la complexité, la compréhension des nuances, la compréhension des faits, des expériences aussi partout dans le monde, de manière à ce que chacun puisse aussi se faire une idée et peut-être changer de position sur un certain nombre de questions entre le début d'un événement et la fin de cet événement. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est cette attention au temps long, cette attention à la nuance, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare et nous y tenons et plus que jamais à faire en sorte que ces rendez-vous soient des rendez-vous d'intelligence collective et de partage d'expérience et de connaissances. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie à nouveau pour votre attention et je nous souhaite une excellente discussion. Je n'ai pas de doute avec l'invité que nous avons et qui est une experte de la question et de la protection aussi de l'enfance. Je pense qu'il y a une dimension peut-être aujourd'hui supplémentaire qui va prendre toute sa place dans la discussion au-delà du maintien à l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles, pour ces quelques mots qui permettent de revenir un peu sur l'essence même de ce que nous faisons à travers ces discussions sur l'éducation de façon générale, sur la pluralité des thématiques qui sont couvertes, mais aussi sur l'importance de cet investissement à long terme sur le capital humain et surtout sur le maintien des filles à l'école. Et comme Gilles l'a dit en fin de propos, nous avons une experte avec nous aujourd'hui qui a bien voulu accepter cette invitation pour partager son expérience, ses analyses et ses perspectives sur la question du maintien des filles à l'école. Elle s'appelle Aïcha Awaba. Elle est la fondatrice et directrice générale de Bantare Impact Group, qui est un cabinet de conseil panafricain dirigé par des femmes qui travaillent à rééquilibrer les rapports de force dans le secteur du développement en Afrique et son approche mise sur l'expertise locale, la participation active des jeunes et l'égalité des genres. Aïcha est titulaire d'un master en développement international. Elle a publié plusieurs travaux académiques sur les dynamiques socio-économiques qui touchent les enfants et les jeunes. Elle s'intéresse également au rapport entre l'éducation, la protection de l'enfance, le genre et les droits de l'enfant. Elle plaide pour un financement équitable des politiques publiques qui impactent les enfants et les jeunes. Et ayant collaboré avec UNICEF, le UNFPA, Save the Children ou encore Amnesty International, elle défend une recherche participative qui donne toute leur place aux filles et aux jeunes dans les décisions qui les concernent. Merci encore une fois, Aïcha, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Mariam. Merci à Wati et à Gilles. Merci beaucoup à vous et je crois que la biographie présentée montre à quel point Aïcha est une personne très pertinente à écouter dans ce contexte. Juste rappeler aux participants que nous avons l'interprétation qui est disponible pour cette discussion en anglais et en français et qu'après 2 tours de discussion avec notre invité, la parole sera donnée aux participants qui souhaitent contribuer ou poser des questions à Aïcha auxquelles elle pourra répondre. Et pour ce faire, ils auront à utiliser la boîte questions-réponses qui est disponible, le chat, ou lever directement la main pour que la discussion leur soit accordée et validée.
Donc, pour aller dans le vif du sujet, Aïcha, la première question que j'ai envie de te poser, juste pour faire un peu un état des lieux et revenir sur le contexte de la thématique qui nous réunit cet après-midi, c'est malgré des progrès indéniables, je l'ai rappelé dans son propos introductif, dans l'accès à l'éducation pour les filles, il y a encore des écarts qui existent entre les filles et les garçons, surtout dans la rétention scolaire, donc dans le maintien des filles à l'école. Donc, la question, c'est comment expliquer que malgré ces différents progrès-là qui sont enregistrés en matière de scolarisation, les taux d'abandon scolaire restent encore largement élevés, surtout au niveau secondaire. Et quels sont, selon vous, les obstacles majeurs qui empêchent les filles de poursuivre leur scolarité jusqu'à la fin du cycle secondaire? Merci beaucoup, Mariam, et merci à toute l'équipe de Wati. Je vais prendre le temps quand même de remercier Wati et Gilles en particulier de toujours savoir créer des espaces pour que ces questions importantes puissent être posées et aussi pour partager des perspectives différentes sur ces problématiques. Nous, on a le privilège de travailler avec tout l'écosystème de l'éducation des filles, à commencer par les filles elles-mêmes. Et c'est un véritable honneur que de pouvoir justement pouvoir partager certaines des perspectives qu'on a eu à rencontrer dans nos travaux ou bien en échangeant justement avec ces filles. C'est un très bon angle d'approche que de s'intéresser au maintien plutôt que juste à l'accès. Euh, Pourquoi? Parce que cette question d'accès à l'éducation des filles, c'est vraiment un paradoxe de progrès. Ce qu'on a compris à travers les années, c'est que l'accès ne garantit pas du tout le maintien des filles à l'école. Euh, Peut-être que mes chiffres sont un peu anciens, ils datent de 2020, mais ce qu'on a constaté, c'est que seulement une minorité des filles terminent le secondaire, avec 70% qui arrivent à accéder à l'école primaire, contre seulement 36% qui achèvent le cycle secondaire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un progrès, mais c'est un progrès qui reste quand même fragile. L'augmentation de la scolarisation, elle n'a pas été accompagnée de changements structurels et sociaux profonds qui permettaient d'avoir de meilleurs chiffres, de meilleurs résultats en termes de rétention des filles à l'école. Ces politiques intensives d'accès à l'éducation, elles ont eu pour effet positif, effectivement, de permettre d'élargir l'accès des filles à une certaine scolarisation. Mais on peut vraiment se poser des questions par rapport à pourquoi ces filles n'arrivent pas à être maintenues dans le système scolaire. Il y a quelques années, il y a l'organisation Girls Not Rights, qui est une organisation partenaire de Bantare Impact Group, qui travaille vraiment avec les organisations de la société civile et qui s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles le décrochage scolaire des filles en Afrique de l'Ouest était aussi prévalent. La première raison, c'est le mariage des enfants. On va en parler plus tard, mais le mariage reste quand même un élément central en termes de normes sociales, que ce soit sur la question de l'abandon scolaire des filles ou sur cette pratique qui est une pratique traditionnelle néfaste qui consiste à marier les enfants avant l'âge de 18 ans. De manière générale aussi, il y a également un manque d'intérêt, pas forcément, mais en tout cas un manque d'engagement pour l'éducation des filles marqué par les parents. Aussi, il y a la question, merci beaucoup, monsieur, il y a la question du travail reproductif, c'est-à-dire la charge des travaux domestiques qui sont principalement réservés aux filles et moins aux garçons, qui justifient tout ça. Il y a eu des politiques intensives pour garantir la gratuité de l'accès à l'éducation, mais cela n'empêche que les foyers ont toujours des coûts directs liés à la scolarisation à assurer. Et les ménages les plus pauvres ne sont pas forcément en mesure de pouvoir assurer ces coûts. Et ça a un impact également sur la rétention des filles à l'école. Et vous le savez si bien parce que c'est un thème qui est abordé avec beaucoup de profondeur à Wati, c'est qu'on est dans une région
qui est marqué par la polycrise, l'effet des crises humanitaires, que ce soit les conflits armés, que ce soit les enjeux autour du climat, que ce soit les formes d'insécurité alimentaire, les crises politiques, ça a un impact sur la scolarisation, pas que des filles, des garçons également, mais les filles ont tendance à être beaucoup plus touchées. On pourra probablement en parler après. Après, de manière générale, on entend souvent des raisons qui sont liées aux inégalités entre les zones urbaines et rurales, naturellement. Mais si on regarde un petit peu plus dans le détail, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une corrélation entre l'éducation des filles et énormément d'autres facteurs qui sont liés à la protection. Je vais donner encore l'exemple du mariage des enfants. Il y a des inégalités qui se traduisent par une faible scolarisation des filles adolescentes, donc au niveau du secondaire. Euh, on a remarqué au Niger, par exemple, que l'âge médian du mariage chez les femmes sans instruction est de 15,6 ans. Euh, il est de 16,7 ans chez celles qui ont fréquenté au moins l'école primaire et de 21,1 ans chez celles qui ont au moins un niveau secondaire ou supérieur. Donc, il y a vraiment une corrélation très importante entre le mariage des enfants et la capacité des filles justement à pouvoir finir leurs études jusqu'au moins au niveau secondaire. Donc, il y a plein d'obstacles qui sont liés à ça et c'est vrai qu'on pourrait parler des obstacles économiques, je vais en parler, mais je pense qu'on est dans une région où si on ne met pas à l'avant l'argument autour des normes sociales, il manque un élément de compréhension qui est fondamental. On est une région qui est très variée, mais il y a quand même certaines similitudes par rapport à ce qu'on perçoit être les opportunités en termes de mobilité sociale pour les filles. Donc, les représentations sociales des rôles des filles et des femmes, ça va vraiment venir constituer un frein majeur à leur éducation, en tout cas à leur rétention à l'école. On est quand même dans une région qui, de manière générale, à travers les pays, à travers les cultures, à travers les ethnies et même à travers les religions, qui valorise le travail, le rôle reproductif de la femme. C'est-à-dire le fait que la femme soit avant tout une mère et une épouse. Et ça a un lien avec la perception du coût d'opportunité qui est lié au maintien des filles à l'école. Donc, investir dans l'éducation formelle, en raison de ces normes sociales que je viens de mentionner, qui va vraiment venir valoriser le rôle reproductif de la femme, et en plus qui est lié au fait que on est de manière générale dans des pays où on ne peut plus garantir que l'éducation formelle va aboutir à une ouverture sur le marché du travail ou à une certaine réussite sur le plan social, va vraiment jouer dans la balance en termes de coût d'opportunité de pourquoi on va scolariser les filles. Donc, il y a une étude, je parle beaucoup du Niger et du Burkina Faso parce que c'est des pays sur lesquels on a vraiment approfondi les questions, cette question-là, et c'est des pays qui sont très intéressants aussi sur des enjeux de mariage d'enfants ou de protection de manière générale. Il y a une étude du Niger qui est sortie il y a quelques temps, il y a quelques années, qui démontrait qu'il y a une certaine perception de l'éducation des filles et qu'on catégorise l'éducation des filles en trois parties. Il y a l'éducation formelle qu'on connaît bien, donc à l'école dite, bon, dans notre pays, c'est l'école française en tout cas. Il y a l'éducation familiale, donc tout le travail d'apprentissage, d'instruction qui va se faire auprès des filles pour qu'elles soient en mesure de tenir un foyer, de s'occuper des enfants, d'être une bonne épouse. Et puis, il y a l'éducation religieuse qui prend une place de plus en plus grandissante, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. On l'a également constaté au Sénégal, parce que dans tout le spectre de l'éducation arabo-islamique, on voit vraiment une augmentation de la fréquentation des filles dans les écoles franco-arabes, par exemple. Et donc, euh, on a démontré que ces trois catégories-là, dans la perception sociale, elles n'étaient pas forcément vues comme compatibles. Ce n'est pas forcément possible d'avoir une compatibilité entre l'éducation formelle, l'éducation familiale ou reproductive et l'éducation religieuse. Et que pour une fille, pour qu'elle puisse
justement avoir des perspectives de mobilité sociale, le plus important, c'était de se focaliser sur son éducation reproductive et son éducation formelle. Ou en tout cas, ce qui lui permettrait d'avoir une certaine respectabilité dans la société, c'est avant tout par ces deux formes d'éducation qu'elle l'obtiendrait. Donc, il y a vraiment un décalage aussi hein, avec ce qu'on attend au niveau global de ce que l'école peut apporter sur le plan du capital humain et la demande éducative qu'il y a dans nos pays. Et je pense qu'on ne l'a pas encore suffisamment étudié, mais il y a déjà des orientations qui nous démontrent que il y a vraiment cette importance de l'éducation dite informelle qui peut parfois prévaloir sur l'éducation formelle. Ça peut être pour des raisons économiques, mais ça peut aussi être pour des raisons liées aux normes sociales ou identitaires. Il y a une autre question qui se pose et j'ai beaucoup apprécié l'introduction sur le contexte de colonialité dans lequel on se trouve dans nos pays. C'est que dans beaucoup de nos écoles en Afrique de l'Ouest, on est encore dans des systèmes éducatifs post-coloniaux qui ont un fort héritage colonial et qui sont déjà obsolètes parce qu'ils ne sont pas forcément en phase avec les réalités socio-économiques auxquelles qu'on doit affronter au 21e siècle, dans cette ère de globalisation, avec autant de changements structurels qui sont en train de se produire. Et puis, au-delà du fait qu'ils soient obsolètes et pas forcément adaptés, il y a cette question identitaire. On l'a vu en Afrique de l'Ouest, qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour la préservation de l'identité, d'une identité qui s'affranchit en tout cas des codes coloniaux. Et ça se sent dans cette persistance à, par exemple, vouloir assurer que les filles reçoivent une éducation religieuse et une éducation familiale. Vous savez comment on dit éducation formelle dans certaines langues, par exemple au niveau du Nigeria, du Niger, on dit Boko. Vous avez entendu ce qui s'est passé avec Boko Haram. Donc, on peut vraiment se poser cette question de cette rupture, elle est en train de se faire. Il y a une demande éducative de la part des populations. On veut que les enfants puissent recevoir une éducation qui corresponde à leur identité. Est-ce que l'offre éducative, elle est alignée sur ça? Ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser beaucoup plus en profondeur. Après, il y a des inégalités de genre beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins nuancées qu'on connaît très bien. C'est par exemple que dans certains pays, je vais donner l'exemple du Burkina Faso, le ministère de l'Éducation nationale avait sorti une étude suggérant que les parents privilégiaient les garçons lorsqu'il s'agissait d'investir dans les dépenses scolaires. Est-ce que parce qu'ils estimaient que le garçon était plus à même de devenir le gagne-pain de la maison ou de pourvoir aux besoins de la famille? C'est une possibilité. Et donc, cette étude démontrait qu'il y avait vraiment un environnement éducatif qui demeurait inégal, avec seulement 47% des enseignants et enseignantes au niveau primaire et 17% au secondaire qui étaient des femmes. On va parler de la représentation, de la capacité des filles à s'identifier justement à des femmes adultes qui deviennent des modèles de succès. C'est extrêmement important et malheureusement, on n'a pas été en mesure d'aller plus loin dans l'importance de la représentation des femmes rôle modèles, que ce soit dans l'éducation ou ailleurs d'ailleurs, en termes de perspectives de croissance économique ou professionnelle ou académique. Ces mêmes inégalités de genre qu'on voit dans la société et qui ont du coup un impact sur l'accès des filles à l'école, ils se reflètent dans le système éducatif lui-même. On est vraiment dans un système éducatif qui vient reproduire les stéréotypes de genre. On le voit à travers les manuels scolaires, on le voit à travers les attitudes sexistes. Dans beaucoup d'écoles encore, on demande aux filles de balayer et aux garçons de faire autre chose, mais en tout cas aux filles de reproduire un petit peu ce même rôle reproductif qu'elles ont à la maison au sein même de l'école.
Et ça aussi, il y a vraiment toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce que l'école, elle a à offrir en termes de ce qu'elle devrait être, je pense, à mon avis, peut-être que c'est juste mon opinion, mais pour moi, l'école, elle devrait être un espace avant tout de réflexion critique par rapport à ces normes de genre, par rapport à ces normes sociales. Elle devrait aussi être un espace de mobilité sociale et un espace de mobilité sociale qui vient reproduire exactement les mêmes normes et qui vous prédestine justement à reproduire exactement les mêmes inégalités que l'on a en dehors de l'école, ça reste un problème quand même qu'il faut prendre en considération. Euh, je sais qu'on va parler des initiatives positives parce que le constat que je suis en train de faire, il n'est pas que tragique, il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui se passent. Mais juste pour revenir à l'argument qu'on entend beaucoup plus souvent, qui est l'argument économique et lié à la pauvreté. Euh, il est important cet argument. Il est non négligeable, mais il faut pas s'arrêter à cet argument. C'est un piège dans lequel beaucoup d'organisations sont tombées en se disant que juste à coup de mesures économiques, on sera en mesure de résoudre la question liée à la scolarisation des filles, que ce soit l'accès ou le maintien. C'est l'argument aussi qui rassure les États en termes de oui, maintenant ça a du sens qu'on s'y intéresse parce qu'économiquement, effectivement, il y a des enjeux qui sont considérables, ou même sur le plan démographique, parce que si une fille sort de l'école plus tôt, alors elle est plus susceptible qu'elle ait des enfants plus tôt, et en termes de dividendes démographiques, c'est pas super pour nos économies, je suis d'accord. Mais c'est un argument qui est extrêmement réducteur et c'est un argument aussi qui ne rend pas service à la complexité de c'est quoi le modèle qu'il y a dans les parties prenantes qui vont euh, justement influencer sur est-ce qu'une fille doit aller et rester à l'école et finir son cycle secondaire, au moins secondaire, ou pas. Donc, pour revenir à l'argument de la pauvreté et de l'économie, et l'argument économique, on a parlé des coûts indirects. Donc, il y a eu des politiques intensives dans beaucoup de pays, je pense à la Côte d'Ivoire par exemple, pour que l'école reste gratuite, soit gratuite ou devienne gratuite. Mais il y a énormément de coûts indirects qui conditionnent la scolarisation d'un enfant. Ça peut être les transports, ça peut être les repas, ça peut être les uniformes, les fournitures, le logement et notamment la proximité des logements. Et tout ça, c'est des mesures qui continuent d'exclure les enfants et pas que les filles, même si les filles sont plus affectées, issues des ménages les plus pauvres. Ça, c'est indéniable. Donc, dans toutes les mesures de gratuité de l'école, peut-être il faudrait repenser à des mesures d'accompagnement, des mesures économiques qui permettraient justement de garantir l'accès à ces coûts, à ces frais indirects en tout cas. Après, on est dans des pays... Oui, Marianne? Allez-y d'abord, je finissais. Après, on est dans des pays qui traversent des crises économiques. On est quand même, même s'il y a des mesures de plus en plus incitatives de la part du secteur de l'éducation, pardon, et il y a tout le package qui devrait accompagner ça, qui sont liés, par exemple, à la protection sociale, qui sont liés à la protection des enfants, qui sont liés à la santé sexuelle et reproductive, ne sont pas forcément en place. Et on sait que l'éducation des filles, c'est un facteur qui peut être déclencheur et positif pour tous les autres aspects que je viens de mentionner, mais inversement, si tous ces aspects que je viens de mentionner ne sont pas en place, alors on met en péril la capacité des filles à pouvoir avoir accès à une éducation. Sur les obstacles institutionnels, et je vais finir parce que je pense que le temps qui m'est imparti est bientôt terminé. La question de l'infrastructure, la question de la qualité de l'éducation, trop souvent ignorée. Euh, les parents, ils ont besoin de mesurer la contrepartie qu'ils ont à amener leur fille à l'école. Parfois, pour eux, ça représente un sacrifice. Si la qualité de l'éducation n'est pas au rendez-vous,
effectivement, ça peut jouer sur la déscolarisation des filles. De la même manière, si les infrastructures ne sont pas adaptées, je pense notamment à la problématique de la gestion de l'hygiène menstruelle ou de l'accès à des espaces qui soient sécurisés, où les filles ne sont pas exposées à des formes de violence comme les violences sexuelles, etc. C'est important. La faible qualité de l'enseignement, vous avez parlé du rôle central que les enseignants jouent. Malheureusement, leur niveau de formation, à commencer par le niveau de formation et d'autres conditions, leur niveau de formation, leur rémunération et plein d'autres facteurs ne sont pas au rendez-vous non plus. L'absence de dispositifs de rattrapage et de réintégration pour les personnes qui sont en décrochage scolaire ou même pour les filles qui vont traverser des circonstances particulières comme les grossesses ou le mariage ne sont pas encore disponibles. Enfin, il y a pas mal de choses qui jouent. Je pourrais parler un petit peu plus tard du cadre politique et budgétaire, qui est une autre question au niveau un peu plus structurel, mais il y a vraiment une grande réflexion à avoir sur pas juste pourquoi les filles elles ne restent pas à l'école, mais qu'est-ce que l'école représente aux yeux de nos populations pour que les filles n'y restent pas. Qu'est-ce que l'école a apporté pour que les filles n'y restent pas et comment on peut justement garantir une éducation de qualité qui soit gratuite et qui soit sécurisante pour nos filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïcha, pour ces premiers éléments de réponse qui montrent un peu la diversité d'obstacles que les filles connaissent pour avoir accès à l'école, mais aussi pour y rester, et surtout que ces obstacles-là sont souvent imbriqués. Oui. Justement, par rapport à ta dernière question, pensez-vous réellement que ce soit vraiment lié à l'école en tant que telle, puisque l'école apporte, et vous avez mentionné parmi les différents éléments, la cohabitation, si je peux l'appeler ainsi, entre l'éducation familiale, l'éducation religieuse et l'éducation que les filles reçoivent à l'école. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus lié à la perception plus globale du rôle et de la place que les filles ont dans la société, ou en tout cas que la société veut donner à ces filles-là, parce que l'école qu'on a aujourd'hui, elle est certes imparfaite, mais elle parvient quand même à maintenir les garçons dans la scolarisation. Il y a des garçons qui ont cette éducation familiale, l'éducation religieuse aussi, qu'ils parviennent à mettre, à continuer en même temps que l'éducation qu'ils reçoivent à l'école. Donc, est-ce que ce n'est pas plus lié à la perception globale que nos sociétés ont du rôle et de la place des filles et des femmes de façon générale? Merci beaucoup, Mariam. C'est une très bonne question et je pense que ça devrait être tout l'objet de l'agenda de recherche autour de l'accès et du maintien des filles à l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Jusqu'à très long, il n'y a pas si longtemps, en tout cas, jusqu'à maintenant, le discours dominant, c'était oui, c'est des raisons économiques. Nous, on se rend de plus en plus compte que la question des normes sociales et des attentes sociales de ce qu'une fille doit devenir en fonction d'une société donnée, en fonction d'une culture donnée, se joue énormément dans la balance. Que les garçons soient aussi souffrent d'inégalités extrêmement importantes. Je sais que ce n'est pas la thématique aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans le sujet. Mais nous, par exemple, quand on s'intéresse aux questions de genre, on s'intéresse également aux inégalités qui vont empêcher soit l'accès, soit la rétention des garçons à l'école, parce que c'est une réelle problématique. Vous savez, dans certaines régions, je pense par exemple au nord du Sénégal, au Fouta, on a eu des politiques hyper intensives d'accès des filles à l'école, surtout au niveau primaire. À l'époque, c'était USAID qui était vraiment au devant de ces politiques intensives parce qu'ils avaient tout un rationnel où USAID, la Banque mondiale, toutes ces organisations, que ce soit de la coopération bilatérale ou multilatérale, s'intéressaient vraiment à cette question de si on avait cette logique intéressante de si on renforce l'accès des filles à l'école, alors elles feront des bébés plus tard, déjà, c'était l'une des premières choses. Alors, elles représenteront une force sur le marché du travail, une force économique intéressante. Et il y aura ces questions d'ordre démographique et économique qui seront résolues à travers ça. Et on s'est retrouvé avec des écoles où il y avait 70% de filles contre 30% de garçons. Donc, pour vous dire que les inégalités, elles ne touchent pas que les filles. Elles touchent les garçons aussi. Euh, Est-ce que la question, elle est liée à l'école en tant qu'institution ou par rapport à l'infrastructure ou par rapport à ça? On ne peut pas dire que ce n'est pas lié. Il y a un lien, il y a une corrélation qui est évidente sur la qualité de l'éducation, sur les infrastructures, comment dire,
le fait que les infrastructures scolaires soient adaptées ou pas, ça, c'est sûr, ça a été démontré et ça a été très bien démontré. C'est pas un argument qui est suffisant. Sur la question des normes sociales, je pense qu'on en a bien parlé au début. Cette question-là autour du coût d'opportunité de est-ce que ça vaut le coup d'envoyer nos filles à l'école alors que elle a plus de perspectives de réussite sociale si elle se marie plus tard ou si elle est en mesure d'assurer ce rôle reproductif qui est attendu d'elle dans notre société, ça aussi, ça prend énormément de place. Et alors, vous voyez, ça change complètement le type d'intervention sur lesquelles on doit travailler. Euh, Là où on était beaucoup dans les interventions qui sont liées au transfert conditionnel, je ne sais pas comment ça se dit en français, comment conditional cash transfer pour avoir des mesures économiques incitatives pour les foyers. Si vous savez comment ça se dit en français, vous me dites, j'ai oublié. Transfert monétaire conditionnel, voilà, merci. Transfert monétaire conditionnel, on s'est dit, bon, ça ne suffit pas, il y a d'autres raisons pour lesquelles les parents, les communautés, les filles elles-mêmes, hein, ne voient pas l'école comme cet espace-là de mobilité sociale. Donc, oui, je suis d'accord, mais je suis pas tout à fait sûre de pouvoir affirmer que c'est la raison la plus importante ou celle qui pèse le plus lourd dans ces conditions de déscolarisation des filles, mais c'est une raison qu'il ne faut absolument pas ignorer. Ça, je le maintiens. Merci beaucoup, Aïcha. Donc, on a déjà parlé du contexte du maintien des filles à l'école et des obstacles qu'elles connaissent pour rester à l'école et surtout la façon dont la société voit le coût de cette éducation des filles-là en termes de perception sociale et de réussite pour les sociétés. On va maintenant parler des bonnes pratiques et des approches et certainement revenir sur certains des éléments qui ont été expliqués par Aïcha en début de propos. Et pour cette partie, je vais donner la parole à mon collègue Alpha pour la suite. Merci beaucoup, Mariam, de m'avoir passé la parole. Bonjour, Aïcha, c'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de ce dialogue virtuel. Oui, effectivement, vous avez eu à mentionner quelques fois les initiatives, mais c'est maintenant le moment d'y aller droit au but. Mais alors, je m'en vais vous poser la question de savoir quelles initiatives ou programmes ont montré des résultats probants pour maintenir les filles à l'école dans la région. Est-il des modèles de réussite, de collaboration entre les gouvernements et les ONG et les communautés locales pour soutenir la scolarisation des filles? Vous avez également mentionné la représentation sociale, notamment le rôle des hommes et des femmes dans nos sociétés. Je m'en vais alors vous demander en dernière position, mais quelle est la place qu'on accorde alors à la famille, à la communauté, aux hommes dans la promotion de maintien de la fille à l'école? Merci beaucoup, Aboubacar. C'est une question qui propose plein de perspectives différentes. Et, euh, et je pense que pour adresser un petit peu euh, la problématique sur laquelle on travaille, c'est vraiment de se dire que la question de l'éducation des filles, c'est une question qui est complexe, qui implique que énormément de facteurs soient pris en considération et que l'on sache travailler avec une diversité de parties prenantes qui ont tous leur partition à jouer. Nous, quand on travaille sur des questions de genre, on aime bien appliquer une méthode qui s'appelle, pas une méthode, mais une approche qui consiste à travailler à travers le modèle socio-écologique. Le modèle socio-écologique suggère que notre objectif, c'est que la fille puisse accéder et finir sa scolarité dans les meilleures conditions, en recevant une éducation de qualité, etc. Donc, on s'intéresse au travail qu'on doit faire avec la fille, parce qu'il y a un rôle. La fille n'est pas juste l'objet de ces politiques éducatives ou de ces mesures autour de l'éducation. C'est le sujet. Donc, il y a un rôle hyper important. Comment dire, il y a des actions hyper importantes à prendre euh, en travaillant avec la fille. Ensuite, donc ça c'est au niveau individuel. Ensuite, au niveau interpersonnel, c'est-à-dire quelles sont les personnes dans l'entourage immédiat de la fille qui vont réellement euh, jouer un rôle décisif en termes d'accès ou de maintien de la fille à l'école. Je pense aux parents. Le travail qu'il y a à faire
pour que les parents puissent être des alliés de cette fille dans l'éducation est aussi considérable. Après, au niveau communautaire, parce que les parents aussi, ils sont au niveau, ils sont tous au sein d'une communauté. Et au sein d'une communauté, il y a différentes forces sociales, différents pouvoirs d'influence, qui soient de l'ordre du religieux, qui soient de l'ordre du coutumier ou de l'ordre social de manière générale, qui vont vraiment contribuer à perpétuer des normes. Dans des communautés, il y a plus de filles qui se marient que dans d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a ces forces-là qui jouent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de travail au niveau communautaire? Au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle les systèmes et les services. Et il ne s'agit pas juste des agents de service qui travaillent dans le secteur de l'éducation. C'est les agents de service qui travaillent dans la protection sociale, dans la protection de l'enfant, dans la santé. Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer, euh, on ne peut se passer d'aucun de ces acteurs. Et on a réellement besoin d'avoir un accompagnement de tous ces agents de service. Et finalement, c'est au niveau des politiques et des lois qu'il y a euh, comment dire, une approche sur le plan institutionnel qu'il faut absolument privilégier. Et ça, beaucoup de nos pays l'ont fait. Il faut savoir saluer les efforts qui ont été consentis par beaucoup de pays pour faire ce qu'on appelle les SCOFI, les politiques de scolarisation de la fille. Au Niger, par exemple, ça a été très avancé, enfin très avancé en tout cas sur le plan il y a un certain nombre de décrets qui sont passés pour pouvoir assurer ça. Au niveau du Sénégal aussi, on est dans un contexte qui est absolument exceptionnel parce que il faut savoir que le ministère le mieux doté par rapport à notre gouvernement d'État ici au Sénégal, c'est le ministère de l'Éducation. C'est une opportunité qui est très importante. Maintenant, dans le détail des politiques éducatives ou des politiques de scolarisation et comment ça va jouer sur les questions de filles et de genre, je sais qu'il y a des techniciens qui sont qui sont à la pointe de la science et des connaissances pour pouvoir faire avancer. Il y a quand même des choses qui se font à chacun de ces niveaux que je viens de mentionner du modèle socio-écologique où vraiment on peut voir des résultats intéressants. Maintenant, il y a une chose, c'est que l'éducation, c'est pas l'agriculture. C'est plus difficile de voir les résultats sur un court, à moyen terme. Donc, il faut vraiment aussi se dire, quand on investit dans l'éducation, quand on fait ces efforts pour justement intensifier les politiques d'accès ou de maintien des filles à l'école, en termes d'impact sur le capital humain, ça prendra du temps pour qu'on puisse voir les résultats, mais il y a des choses quand même qui se font, qui sont quand même très intéressantes. Il y a également, euh, j'ai parlé du budget, par exemple, du budget du ministère de l'Éducation. Encore une fois, c'est le mieux doté en quantité, c'est-à-dire ils ont le pourcentage du gouvernement, du budget du gouvernement le plus élevé parmi les autres ministères. C'est extrêmement rare hein, dans nos pays d'Afrique de l'Ouest qu'un ministère sectoriel qui travaille sur les services sociaux de base, que ce soit l'éducation, la santé ou la protection, soit aussi bien doté. Mais c'est une opportunité pour nous soit qui sommes des experts, soit des coordinations des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, de vraiment accompagner nos institutions pour prendre en compte les questions qui nous préoccupent, notamment sur l'éducation des filles. Dans beaucoup de pays, il y a eu ces mesures incitatives pour avoir des environnements scolaires protecteurs aussi. Donc, au sein même des écoles, avoir des dispositifs contre les violences basées sur le genre, avoir des dispositifs qui soient axés sur la participation des enfants. Et généralement, c'est ce qu'on appelle le gouvernement scolaire, mais il y a quand même cette sensibilité à travailler sur justement les questions de genre et d'éducation des filles, les systèmes d'alerte précoce, les sanitaires séparés, les dispositifs en place pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intégrées dans des stratégies nationales au niveau de certains pays. Il y a les décrets autour de la scolarisation de la fille, de la SCOFI, dans certains pays aussi qui sont intéressantes. Il y a d'autres choses. Si on parle de situation de crise,
Regardez l'exemple du Burkina Faso. Ils ont multiplié par plus de 3 fois leur budget sur l'éducation en urgence. Ils sont passés, je crois, de 500 millions de francs CFA, quelque chose comme ça, à 1,8 million ou un peu plus ou un peu moins. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Donc, il y a quand même un intérêt grandissant sur le plan institutionnel, sur le plan de la société civile pour que l'éducation puisse répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Au niveau communautaire, il y a encore un travail de fond à faire avec les différents acteurs que nous avons mentionnés pour changer pour transformer les normes sociales, changer les comportements par rapport à ces normes et avoir des approches qui soient en faveur de l'éducation des filles, pas juste des mesures, mais qu'on ait des communautés qui soient convaincues, des parents qui soient convaincus et une école qui soit à la hauteur aussi. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je vais donner une dernière très bonne pratique pour moi qui travaille dans la protection. C'est que pour moi, le secteur de l'éducation, c'est un levier favorable pour plein d'autres aspects. C'est-à-dire que, par exemple, quand on travaille sur le maintien des filles à l'école ou l'accès des filles à l'école, euh, on arrive à avoir un effet positif favorable sur d'autres aspects, comme par exemple la question du mariage des enfants. Sachant que la question du mariage des enfants, c'est une question qui est généralement portée par des ministères qui sont dits, c'est un mot technique, c'est pas moi qui le dis, des ministères qui sont dits à faible profil politique. Ça peut être dans certains pays le ministère du genre, dans le ministère de la femme, ça dépend des pays. Mais généralement, cette question-là, le mariage des enfants, c'est pas des ministères qui ont les capacités financières, budgétaires, ou même les capacités, c'est-à-dire en termes de déploiement de politique pour pouvoir faire ça. Mais au sein même des politiques éducatives, on intègre la question du mariage des enfants. C'est la même chose pour la question de la santé sexuelle et reproductive. Vraiment, l'éducation, c'est un levier fertile pour attaquer plein de problématiques au-delà de l'accès et du maintien des filles à l'école qui sont vraiment décisifs et qui sont vraiment importants. Donc voilà, nous, on a vraiment vu ça comme une opportunité clé. En termes de, je vais finir sur un dernier modèle de collaboration qui me paraît extrêmement important. C'est la collaboration entre les institutions, le gouvernement, les organisations de la société civile que je salue avec énormément d'humilité au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui font un travail formidable, que ce soit les organisations de la société civile Éducation pour tous du réseau Ancefa ou les autres organisations de la société civile comme par exemple les coalitions qui travaillent sur les mariages des enfants dans toute notre région qui font un travail de titan justement pour assurer la redevabilité de l'État sur la question de l'éducation des filles et aussi le travail qu'ils font auprès des communautés. Donc, ils ont vraiment ce rôle tampon qui est capital pour réunir toutes les parties prenantes qui devraient jouer en faveur de la rétention des filles à l'école, qui accompagnent. Et puis, on a des institutions qui essayent tant bien que mal d'assurer quand même un rôle important. Euh, je pense que on a encore beaucoup à faire, pour aller au-delà de l'accès, que ce soit de l'harmonisation juridique et la réintégration, que ce soit de travailler sur les normes ou le climat scolaire, l'école en tant qu'institution même et en tant que les infrastructures scolaires sur la qualité, les fondamentaux et pour s'assurer que voilà, il y ait une orientation, une réorientation et une orientation pour ça, mais aussi qu'on arrive à remettre dans l'esprit de nos enfants et des parents que l'école, c'est un espace de mobilité et que l'école, c'est un espace qui permettra justement de résoudre les plus grands défis qu'on a en termes, sur le plan de justice, en termes de justice sociale ou en termes de développement, et qu'ils peuvent avoir une réelle contribution. Donc, on a beaucoup de choses à repenser pour pouvoir atteindre tout ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Ba. Mais avec justement ces obstacles que vous avez cités et également ces politiques incitatives, ces initiatives qui ont été menées à travers la société civile qui est très forte en collaboration avec d'autres organisations internationales et même les gouvernements, pour réussir à créer justement ce canal-là qui permet justement à tout le monde de pouvoir travailler main dans la main. Mais justement, dans ce réseau qui se crée, quelle est la place qu'on accorde à la famille, à la communauté, aux hommes dans la promotion du maintien des filles à l'école? Et même, vous avez oublié quelqu'un? Vous avez oublié les filles? Quelle est la place qu'on accorde aux filles elles-mêmes? Oui, bien sûr, vous avez dit que d'ailleurs, ces filles constituaient le sujet même de notre discussion et même le sujet même de ces initiatives. Exactement. Il faudrait qu'on les oublie, il faudrait qu'on arrête de les oublier, ces filles-là, parce qu'elles ont des perspectives sur la question qui nous échappent. Nous, avec notre regard d'adulte, nous, avec notre regard où on n'a pas la même expérience sociale de ce que c'est l'école aujourd'hui. Euh, et la meilleure manière de connaître l'expérience de ces filles-là, c'est qu'elles soient au devant justement de tout ça. Euh, Comme je vous l'ai dit, il y a des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers qui font un effort considérable et qui ont une approche très progressive en ce qui concerne la co-création avec différentes parties prenantes, que ce soit des communautés, que ce soit les parents, que ce soit les chefs religieux, que ce soit les leaders, etc. Malheureusement, on oublie encore les filles et c'est le travail de Bantaré que de s'assurer que les filles soient pas considérées juste comme des objets, mais vraiment plus que des contributrices, plus que des partenaires, mais des leaders sur les questions qui les préoccupent. C'est de vraiment créer un espace propice au partage de perspectives. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui n'a pas marché jusqu'à présent, c'est d'antagoniser les communautés ou les parents en leur disant que les choix qu'ils faisaient par rapport à leurs filles, que ce soit de les marier ou de ne pas les éduquer ou quoi que ce soit, a beaucoup antagonisé les acteurs avec lesquels on devait travailler. Et ça, c'est une problématique qui est vraiment à prendre au sérieux par tout l'écosystème d'acteurs qui travaillent sur ça. On ne peut pas résoudre ces problématiques uniquement avec une réponse institutionnelle. Au niveau des communautés, il faudrait savoir intégrer leur perspective, les parents comprendre quelle est leur demande sur le plan éducatif, euh, pas juste quand on met en œuvre ces politiques ou après quand on commence à les évaluer, mais vraiment dès le début, au moment de la conception. On est dans des sociétés suffisamment matures pour qu'elles puissent être euh, au devant de la scène lorsque ces décisions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient programmatiques, elles soient prises. Nous, on a mené plusieurs efforts avec le soutien de notre partenaire Girls Not Brights, par exemple, pour faire une recherche menée par les jeunes. Avec l'UNICEF, on fait des recherches menées euh, en partenariat avec les enfants. Si on entend, il y a des problématiques qui nous échappent, qui ressortent à travers ces travaux de recherche-là. Donc, la recherche, c'est un bon moyen de le faire parce que ça permet de collecter des données et Dieu seul sait qu'on n'a pas suffisamment de données sur ces questions-là, de un. Mais aussi, ça permet aussi de créer ce système de redevabilité au niveau des communautés, au niveau des jeunes, au niveau des enfants, au niveau de la société civile pour qu'eux-mêmes s'approprient ces questions-là. L'idée, c'est que ces questions-là ne soient plus étrangères ou ne soient plus perçues comme étant de l'ordre du politique ou de l'ordre de l'institutionnel, mais de l'ordre du citoyen. Nous, en tant que citoyens, comment nous, on contribue à ces questions-là. Donc, il y a plein de mécanismes pour le faire. Et nous, on se tient prêt à accompagner. Il y a des méthodologies très spécifiques, que ce soit sur la recherche participative qu'on en fait et qui a montré des résultats très enrichissants en termes d'apprentissage par rapport à ce qu'on connaissait déjà sur ces questions-là, mais aussi des méthodologies de co-création, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des programmes, qui peuvent se faire avant même la conception des politiques et des programmes qui sont en train de se faire, ou de la revue, ou de la consolidation de ce qui existe déjà. Donc vraiment, je pense qu'il va falloir que ces questions-là, pour conclure, ces questions-là ne soient plus
ne soit plus la prérogative d'une élite institutionnelle, mais vraiment qu'elle devienne une question de l'ordre euh, communautaire, sociétal, des questions d'intérêt public pour tout le monde. Et vraiment pour tout le monde, qu'on sache lire ou qu'on sache pas lire, qu'on soit alphabétisé ou qu'on ne soit pas alphabétisé, etc., etc. Qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte, c'est des questions où tout le monde devrait avoir la possibilité d'exprimer ses besoins et de dire qu'est-ce qu'ils attendent de l'école de demain. Merci beaucoup, Aïcha, pour toutes ces clarifications, pour toutes ces réponses. Et je m'en vais justement vous poser la question qui est de savoir, à travers justement aujourd'hui le numérique qui constitue un élément, un facteur important justement de toutes les transformations sociales, économiques et même politiques. Comment pouvons-nous aujourd'hui, bien quel rôle les technologies numériques et même les approches alternatives, école mobile, cours à distance, mentors féminins, etc., peuvent justement jouer pour limiter les abandons scolaires des filles? C'est une très bonne question parce que l'école de demain, elle va devoir grandir avec les opportunités émergentes, mais elle va devoir aussi grandir avec les problématiques émergentes. Les opportunités qui se présentent que nous offre la technologie, par exemple, effectivement, on va devoir peut-être repenser l'apprentissage euh, d'une autre manière, penser à qu'est-ce que ça ressemblerait l'accès à l'école en ligne. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faudra le faire quand on sera sûr que tout le monde aura de l'électricité, déjà pour commencer. Le faire quand tout le monde aura accès à la fibre ou au Wi-Fi. Le faire quand tout le monde aura accès aux outils technologiques pour pouvoir y accéder. Donc, je trouve ça très intéressant que ce débat-là soit en train de grandir et de se poser. Et il faut qu'on, dans un contexte occidental ou dans un contexte où, voilà, il y a un certain nombre d'acquis sur le plan de l'accès à la technologie, pourquoi pas approfondir, mais dans un premier temps, on doit vraiment résoudre cette question d'inégalité à beaucoup trop de niveaux. Donc, je suis d'accord et j'espère que cette conversation arrivera vite. L'autre problème, par contre, qui est vraiment une problématique d'actualité, là, on vient récemment de finaliser avec l'UNICEF Sénégal une étude qui est la première étude de base au Sénégal sur la protection des enfants en ligne. Et pour nous, ça a été un choc de voir l'avènement de problématiques auxquelles peut-être nous n'avons pas été confrontés quand nous allions à l'école. Les problématiques de cyberharcèlement, les problématiques de violence en ligne, les problématiques d'exposition à des contenus préjudiciables, que ce soit voilà, des contenus inappropriés ou quoi que ce soit. C'est une problématique qu'on a vue prend place dans les écoles aussi, qui affecte particulièrement les filles. Je ne pense pas que ce soit encore suffisamment à échelle pour qu'on puisse le mesurer, mais il y a des filles qui se déscolarisent en raison du cyberharcèlement, des choses comme ça. Donc, il y a des problématiques émergentes qui sont liées aux technologies qui vont arriver. Puis, il y a un autre rôle que les technologies jouent, auquel on ne pense pas. Et pour vous dire à quel point il est important de travailler avec les filles pour le comprendre, c'est que les filles elles-mêmes, elles nous ont dit, mais vous savez, dans les réseaux sociaux et dans les médias, que ce soit les Nollywood, les Bollywood, les tout ça, on ne représente pas les femmes euh, dans, dans des modèles de réussite scolaire ou professionnelle. Les modèles de réussite qui persistent encore, c'est par rapport au fait que la femme soit mariée, ou en tout cas soit associée au succès d'un autre homme, etc. Et nous, ça joue pour nous de ne pas se sentir représentés comme ayant la possibilité de réussir sur le plan scolaire. Donc, qu'est-ce que la sous-représentation des femmes ayant eu un parcours scolaire ou ayant eu un parcours académique ou professionnel à succès joue dans la perception, l'auto-perception des filles dans leur propre perspective de mobilité sociale. Ça aussi,
les médias, les réseaux sociaux, la technologie de manière générale, il y a vraiment des choses importantes des enseignements importants que l'on peut tirer de ça. Donc, les technologies en termes d'accès à l'école, etc., bon, je ne suis pas aussi spécialisée sur ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'on brûle les étapes par rapport à notre contexte. La question des violences dans l'espace numérique, c'est une question qui va prendre de plus en plus de place pour l'école, pour l'éducation, du décrochage scolaire aussi à cause de l'addiction aux écrans aussi. On n'en parle pas, mais on a un gros problème au Sénégal d'addiction dans beaucoup de pays du monde, mais au Sénégal, c'est le cas, d'addiction aux écrans dans nos pays qui ont un impact direct sur la performance scolaire. Et si la performance scolaire est affectée, alors ça jouera sur le décrochage scolaire. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver et j'espère vraiment que l'agenda de recherche va se consolider et, euh, et être, euh, et être à jour par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Merci beaucoup, Madame Aïcha, pour toutes ces réponses. Merci d'être revenue justement sur ce rôle majeur, certes, de la technologie, mais également revenu sur son lot de conséquences qui viennent justement avec cela et qui forcément ne garantit pas ou ne favorise pas toujours le maintien des filles à l'école. On va passer à la troisième étape justement de ce dialogue-là qui portera sur les questions-réponses. Alors, en ce sens, je vais peut-être demander aux personnes intéressées ou des personnes qui aimeraient faire des suggestions, qui aimeraient poser des questions à Madame Aïcha de lever la main pour que à la régie, nous puissions justement les sélectionner et prendre la parole. Ou pour les personnes qui aimeraient justement poser la question directement. Avant, Madame Aïcha, bien avant que les gens intéressés puissent lever la main, je m'avais vous poser une question de Sali Hussein qui reste tout de même importante, en tout cas à mon avis, qui renvoie justement à la question des situations de handicap en milieu scolaire. Est-ce que vous avez peut-être une interrogation ou bien une pensée sur le cas des filles en situation de handicap? C'est une excellente question et je pense l'avoir revue dans le chat box sur la situation de handicap, que toute forme de handicap, sur l'albinisme et sur les différences de manière générale, et comment l'école devient ou reste un endroit où la diversité et l'inclusion sont des priorités. On a encore énormément de travail à faire, mais je sais qu'il y a également une société civile qui est très active sur ce point-là, qui s'assure que le handicap, la différence, ne soit pas un facteur qui joue dans le décrochage scolaire des filles. Mais on a encore beaucoup de travail à faire. Au-delà des infrastructures, qui je pense est l'élément de base, donc comment on arrive à garantir que toutes les infrastructures, que ce soit dans le public ou dans le privé, et que ce ne soit pas aux frais des parents ou des personnes qui vivent avec ce handicap, puissent être en place. Je serais aussi très, très intéressée d'apprendre un petit peu de la perspective des participants, s'il y a des partages d'expériences à ce sujet, de s'assurer que voilà, comment on arrive à faire de telle sorte que l'inclusion, l'accès en termes de mobilité, en tout cas, des écoles puissent être garantis. Si on doit faire un plaidoyer au niveau de nos institutions pour s'assurer que les ressources soient allouées à ces dispositifs-là, il faudra le faire. Je pense, au-delà de l'infrastructure, il y a la question de la stigmatisation aussi. On a parlé de comment l'école reproduit un certain nombre de genres, un certain nombre de violences qui se passent en dehors de l'école et qui se reproduisent au sein même de l'école. Quel travail on doit faire avec le corps enseignant, avec le personnel pédagogique, avec les enfants eux-mêmes pour s'assurer que ce soit un espace pour ça. Je l'ai vu beaucoup dans les écoles privées qu'il y avait quand même des infrastructures en place pour permettre aux enfants en situation de handicap de ne se sentir en rien euh, délaissés par l'école. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins systématique dans les écoles publiques. Donc, comment
on arrive à la réflexion à laquelle j'ai pas forcément une réponse aujourd'hui, mais que j'aimerais bien poser, c'est comment on arrive à faire de telle sorte que ça reste un droit et pas un privilège que de pouvoir accéder à l'école lorsqu'on est en situation de handicap, que ce soit physique ou mental ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a des acteurs de la société civile avec lesquels il faut travailler, qu'il faut accompagner pour qu'ils soient en mesure de faire valoir leurs demandes et leurs attentes sur le plan institutionnel et s'assurer que ça reste un droit. Et il y a des spécialistes comme nous qui travaillons sur ça et on serait très heureux de continuer à accompagner les gens qui travaillent dans ce domaine-là pour leur permettre de faire ce plaidoyer-là. Merci beaucoup pour cette clarification. Vous avez essayé tant bien que mal justement de répondre à ces questions qui restent quand même primordiales pour une société, disons, inclusive. Et, euh, et justement, j'aimerais aussi aborder une autre question avec vous, car il y a plus d'un an aujourd'hui, nous avons fait un webinaire qui portait sur la précarité menstruelle, qui disait justement que, il y a plusieurs jeunes filles aujourd'hui qui pourraient se retrouver en train de manquer jusqu'à 200 heures de cours sur une année qui justement est sur 9 à 10 mois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a peut-être des alternatives qui permettraient justement à ces filles, malgré tout, de pouvoir poursuivre les cours tranquillement et dans ces conditions? Ça, c'est des réponses, elles ont été très bien documentées. Comment on fait? La première chose, c'est les infrastructures qui soient à la hauteur, c'est-à-dire des toilettes séparées, avec des portes bien fermées, avec un accès à des points d'eau, avec des poubelles. J'allais dire idéalement, mais non, pas idéalement, ça devrait être normalement, on devrait avoir des protections hygiéniques gratuites à la disposition des filles dans les écoles. Enfin, il y a un certain nombre de prérequis qui nous semblent être des évidences. Il y a beaucoup de pays occidentaux qui sont de plus en plus en avance. Ce n'était pas le cas avant, maintenant qui mettent à disposition, par exemple, les protections hygiéniques de manière gratuite au niveau des écoles. Ça devrait, encore une fois, ça devrait pas être un privilège, c'est un droit normalement. L'autre chose, c'est de travailler sur le changement de comportement social par rapport à la question de l'hygiène menstruelle. On est dans des sociétés où généralement, encore une fois, c'est un trait commun à beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Il y a encore un tabou social autour des règles, euh, autour du simple fait d'avoir ces règles, autour de la douleur d'avoir ces règles, autour de tout ce qu'il y a par rapport à ça. On a un réel travail en termes de changement de comportement à faire pour que cette stigmatisation ne soit plus une raison pour que les filles n'aillent plus à l'école, en tout cas, et manquent des cours et n'aient pas un accès au même droit que leurs camarades. Donc, un travail sur les infrastructures, sur la stigmatisation, sur le changement de comportement social. Euh, et puis, c'est des mesures qui sont très pratiques. C'est moins difficile que de changer les normes sociales. Tout ça de normes sociales qu'on a en Afrique de l'Ouest et du Centre. Euh, il y a eu un élan politique intéressant avec l'appui des partenaires techniques et financiers ces 2 dernières décennies autour de la gestion de l'hygiène menstruelle. Qu'est-ce qu'il reste pour que ça devienne universel? Je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'on se renseigne par rapport à ça, mais je sais que ça n'est pas encore universel. Donc il y a vraiment un nombre de choses, un nombre de mesures très pratico-pratiques à prendre par rapport à cette question d'hygiène menstruelle, et je vois très peu d'obstacles pour qu'on puisse les prendre. Effectivement, et dans vos propos, ce qui ressort le plus, je crois que quelque part, on se pose la question de savoir qu'en est-il du suivi, qu'en est-il de l'évaluation des politiques ou encore des initiatives que nous mettons en place. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec des toilettes doubles pour femmes, pour hommes, mais que par la suite, ce ne sera plus, ce n'est pas respecté, ce n'est pas forcément le cas. Et je pense que ces éléments de réponse-là, justement, nous aideront tous à prendre conscience de la situation. On va remercier également Fatou Gueye qui, justement, vient d'envoyer une fiche d'information très importante que vous pouvez consulter à travers le chatbox. Je vais justement passer la parole également à Mariam Sissé, ma collègue. Merci beaucoup.
Ou Alpha, j'ai juste une question rapide à Aïcha qui a un peu mentionné les questions de financement et les partenaires au développement qui ont beaucoup quand même joué ce rôle important sur l'accès des filles à l'école. Elle a mentionné l'USAID en début de webinaire. Maintenant, avec la tendance qu'on a avec les financements qui sont coupés, qui permettaient quand même à beaucoup d'organisations, beaucoup d'ONG de faire ce travail-là pour le maintien des filles à l'école et d'accompagner surtout les parents, quelles sont les conséquences, j'ai envie de demander. Et est-ce que vous avez l'impression que au niveau national, au niveau des gouvernements, il y a suffisamment la prise de conscience qu'il faut de l'importance de la question pour continuer à soutenir ces organisations-là qui travaillent sur cette question? Merci, Mariam. C'est une question très intéressante et moi qui me fascine et en même temps me préoccupe énormément, c'est la question du financement. Déjà, j'aimerais souligner que je suis très contente de voir un certain nombre de partenaires locaux, africains, commencer à s'emparer de cette question de l'architecture financière mondiale, en particulier dans le climat dans lequel on est depuis le 20 janvier 2025, et cette vague de coupes budgétaires de la part des partenaires techniques et financiers qui a finalement fait une chose, c'était pas une surprise. L'aide financière au développement, un jour ou l'autre, elle ne pouvait pas prospérer. Euh, et je pense à des partenaires comme Agenda Afrique, tenu par Mame Diarra Sobendiaï, qui a vraiment créé ce groupe de réflexion en Afrique de l'Ouest et du Centre pour justement interroger la place de l'Afrique, mais surtout interroger la place des femmes et des filles dans cette nouvelle configuration autour de l'architecture financière mondiale. Euh, et moi, encore plus, je me suis encore plus interrogée dans ce cadre-là sur les questions d'éducation. Ce qui s'est passé avec cette vague de coupes budgétaires et ce retrait des partenaires techniques et financiers, en particulier des partenaires financiers, ça a tout simplement fait une chose, c'est que ça a précipité l'impératif auquel nos pays doivent se soumettre, c'est la question de la mobilisation domestique de ressources. On repoussait, oui, mais l'éducation, la protection de l'enfant, la santé, etc. On avait tellement de flux financiers venant de partenaires techniques qu'on a fini par croire que ces mandats ne nous appartenaient plus, mais ces mandats nous appartiennent avant tout. En particulier lorsqu'on est dans des pays qui invoquent la logique de souveraineté et qui veulent justement s'affranchir un petit peu du diktat par rapport du diktat d'autres pays, des pays occidentaux par rapport à ces questions de services sociaux de base. La souveraineté, c'est dans tout, hein. La souveraineté, elle est économique, mais elle est aussi dans les services que l'on doit mettre à la disposition de nos citoyens, y compris les services sociaux de base, l'éducation, la protection, la santé, l'accès à l'eau et à l'assainissement, etc. Elles ne vont pas rester la prérogative des organisations internationales et je pense que ça a juste précipité ça. Et le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, à mesure que les financements sont en train d'être réduits, c'est de se dire qu'il y aura des choses plus importantes que ça. Il y aura d'autres priorités. Ça a été souvent l'argument, surtout dans les pays qui traversaient des crises soit humanitaires, soit politiques, soit même climatiques, de dire on a d'autres priorités que l'éducation, la protection, etc. Les conséquences de ne pas investir de ressources domestiques dans ces problématiques-là, elles se sentent maintenant, elles vont se sentir encore plus fort après. Euh, Avec Girls Not Brides, notre partenaire justement, et avec d'autres organisations, on fait ce qu'on appelle le plaidoyer budgétaire pour la mobilisation domestique de ressources. Euh, c'est dans l'air du temps. On arrive pile au bon moment parce que il faudra qu'on comprenne comment on mesure l'engagement de nos États par rapport aux questions d'éducation, donc, par rapport aux questions de santé, par rapport aux questions de protection, pas juste par rapport à leur capacité à ratifier des conventions et à prendre des engagements politiques au niveau national ou international, mais par rapport à la proportion des budgets
qu'ils allouent sur ces questions-là et par rapport aussi à la qualité de ces budgets, par rapport à leur capacité à rationaliser, à optimiser les ressources, de sorte à ce que ces budgets soient effectivement injectés dans des politiques qui ont un impact positif sur les questions d'éducation des filles. Et là, vraiment, dans la quasi-totalité des pays dans lesquels je travaille en Afrique de l'Ouest et du Centre, on n'a pas d'excuses parce qu'on a des très bons techniciens, on a de très grands experts, on a d'une très bonne société civile qui est en mesure d'accompagner nos gouvernements pour qu'ils puissent justement optimiser ces ressources de la meilleure manière. On aime bien dire en Afrique de l'Ouest partout, hein, oui, mais les ressources sont insuffisantes. Ce n'est pas juste une question de quantité, c'est vraiment une question de qualité. Et avec le peu de ressources qu'on a, comment on en dispose pour aller vraiment résoudre des problématiques urgentes. Il y en a qui sont plus faciles à résoudre que d'autres, je suis d'accord. Il y en a qui sont plus faciles à résoudre que d'autres, mais je pense qu'il y a réellement un travail comment dire, de volonté politique sur lesquels nous, citoyens, on doit pouvoir exercer notre contre-pouvoir pour s'assurer que nos revenus soient injectés dans les mêmes choses et qu'on puisse être enfin souverain à tous les niveaux. Merci beaucoup. Vous finissez justement sur ce thème, le contrôle citoyen qui reste important, justement, qui nous permet quelque part de voir, de voir, d'analyser, de comprendre justement où sont injectés notre argent, si vous voulez, l'argent du contribuable et un peu partout. Avant justement de passer à la dernière partie de notre discussion d'aujourd'hui, je vais passer la parole à Batraoré pour une question. Merci beaucoup, Alpha, de m'avoir donné la parole. Je remercie aussi Aïcha pour ses brillantes interventions, surtout la question du handicap qui montre également que lorsqu'on parle de l'éducation des filles, que ce n'est pas homogène. Par rapport à la question de handicap, on a, par exemple, au Mali, il y a l'Institut des jeunes aveugles, l'IGA, où là-bas, c'est uniquement ceux qui sont aveugles qui vont là-bas, mais il n'y a que le premier et le second cycle. C'est difficile après le BFM de continuer avec le lycée et l'université. Généralement, la plupart euh, des étudiants apprennent aussi des métiers à faire de l'animation, de la guitare ou qui deviennent aussi artistes. Est-ce que bon, il y a aussi un département qui produit de la craie, des craies, et aujourd'hui, l'usine ne marche pas parce que les craies ne marchent plus à l'école. Donc, c'est aux arrêts. Est-ce que ces différents éléments qui permettent à la fois à l'école d'avoir des ressources puissent également traiter la question de handicap d'une part? Et pour revenir à la question de l'école, j'ai peut-être deux petites questions assez rapidement sur est-ce que le viol constitue aussi un élément de décrochage des filles à l'école parce que dans vos interventions, cela ne ressort pas. Si c'est fait, est-ce que on a des données si c'est peut-être des élèves ou souvent des enseignants, ça arrive. La deuxième question sur ça également, c'est est-ce que vous avez parlé de la représentation des femmes sur les réseaux sociaux et dans les cinémas. Est-ce qu'il y a un effet contraire des femmes qui ont été à l'école, mais qui finissent commerçantes ou qui finissent ménagères? Est-ce que ces femmes aussi participent à décourager les jeunes filles à aller à l'école? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Batraoré, pour ta question. Mais avant de vous redonner la parole, Madame Aïcha Ba, on va donner la parole à deux personnes qui, justement, ont levé la main. Nous avons Monsieur Komoué, je crois.
Oui, mais bien avant de donner la parole à Marie-Odile Atanasso. Bonsoir à tout le monde. Je crois j'ai suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions et je remercie celle qui a fait la présentation principale, les différentes questions qui ont été posées. Mais j'ai quelques préoccupations que je voulais partager avec vous. Ma première préoccupation concerne le cadre institutionnel de, de, d'éducation, de scolarisation. À ce niveau, je n'ai pas entendu grand-chose. Il y a des accords qui ont été signés, il y a de l'enseignement qui est obligatoire jusqu'à un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à la scolarisation aussi bien des filles que des garçons, et particulièrement des filles, pour que le cadre institutionnel soit respecté? Je pense que l'un des gros problèmes se retrouve à ce niveau-là. Ma deuxième préoccupation, je ne sais pas si l'intervenante a eu la chance de mener une étude. Moi, je vois les 1000 programmes qui sont faits par rapport aux filles. Le programme Suède, appui des filles à la promotion de la scolarisation, les constructions d'infrastructures pour l'hygiène mensuelle. Il y a beaucoup de programmes. Je voudrais demander si une attention a été faite pour voir l'impact ou les avantages de la mise en place de systèmes d'internat qui existaient avant par rapport à tous ces investissements que l'on fait de façon parcellaire, mais qui, au fond, n'a jamais résolu le problème de la scolarisation des filles. Moi, je peux dire, au niveau du pays, de mon pays, le Bénin, la plupart, et je peux même dire pratiquement toutes les femmes qui sont arrivées au niveau des instances de décision, des instances de pouvoir, et qui ont fait leur renommée à travers les recherches, la science, la plupart ont fait l'internat. Parce que quand vous êtes à l'internat, vous êtes à l'abri de la pauvreté, vous êtes à l'abri de la déscolarisation, vous êtes à l'abri de tout ce qui peut vous empêcher de vous amener à tomber dans le piège pour être de pauvreté, pour être enceinte et tout ça. Et vous avez un système qui vous permet de maintenir, vous avez une vision autre pour le monde parce que vous êtes scolarisé, vous avez atteint un certain niveau. Moi, je voudrais savoir s'il y a eu une comparaison qui a été faite par rapport à ce que nous avaient coûté les internats, par rapport à tous ces multi-programmes, mais pour moi qui ne font pas avancer la réalité des faits. Et à ce niveau-là, je voudrais poser la question à celle qui a fait la communication. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de tous ces programmes comparé à la mise en place des internats? Ça ne sera peut-être pas les internats anciennes formules, mais il faudrait qu'on y pense. Sinon, les filles seront toujours déscolarisées parce que le système, au niveau structurel, ne les accompagne pas. Nous sommes dans un système patriarcal la plupart du temps en Afrique de l'Ouest. Et l'environnement ne s'y prête pas parce que vous avez plein de choses à demander à la fille, à aller chercher ceci, alors qu'à l'internat, on est à l'abri de tout ça. Donc, voilà un peu mes préoccupations que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Madame Marie-Odile Atanasso. On va passer également à Monsieur Joachim pour sa question. C'est Ian Hopwood qui prend la parole. C'est bon? Oui, c'est bien noté, Monsieur Yann. D'accord. D'abord, merci encore à Wati et Aïcha pour une session très intéressante. J'ai peut-être 3 points très rapidement. Elle a parlé beaucoup de la recherche, besoin de la recherche, mais je pense aussi ce qu'il faut faire, c'est faire une meilleure valorisation de recherche et de l'évaluation existante. Et là, il faut féliciter déjà COSIDEP, ARED, Bantare Consulting pour faire un effort justement pour promouvoir
de l'utilisation, bien sûr, de faire la recherche, mais aussi promouvoir l'utilisation de recherche et des évaluations existantes. Et ça peut produire ensuite une certaine réaction de la part des décideurs. Ça peut alimenter la demande pour cette recherche et cette évaluation. Et d'ailleurs, toutes les interventions dont on a parlé, ils ont eu des résultats mitigés, mais c'est l'évaluation qui va nous aider à faire la part des choses et voir un peu quels sont des éléments qui sont peut-être à renforcer et à améliorer, etc. Donc, il y a tout un débat maintenant autour de cette combinaison recherche, action, évaluation, le rôle des praticiens, le rôle de la société civile. Et j'ai déjà cité 2 exemples et l'État. Et juste pour terminer, je pense qu'un des messages de présentation d'Aïcha de toute la discussion, c'est qu'il faut repenser fondamentalement de quoi il s'agit. On a une politique de scolarisation, pas une politique de l'éducation. Elle a déjà dit d'ailleurs que l'éducation de la jeune fille et le garçon prend plusieurs dimensions. Il faut voir l'éducation dans sa globalité, où chaque contribution de l'école, de la communauté, de la mosquée, de l'église et d'autres peuvent converger pour préparer nos enfants pour l'avenir, pour les besoins de la société, pour les attentes des parents et pour leur propre identité et leur propre épanouissement. Il faut repenser, il faut sortir un peu des méthodes dépassées de réflexion, des systèmes rigides sans assez de flexibilité pour tenir compte de toutes ces nuances, de toutes ces dimensions. Donc, il faut repenser. Et nous avons la capacité, et maintenant il y a l'ouverture de la part du gouvernement du Sénégal et d'autres, mais peut-être on veut faire un peu trop vite, trop de choses, mais néanmoins, il faut absolument revenir sur cette question de revisiter qu'est-ce que c'est l'éducation et comment produire un système qui offre l'éducation à vie pour toute la population, garçons et filles. Et les garçons sont un problème aussi majeur à l'heure actuelle, comme Aïcha l'a dit, n'est-ce pas? Peut-être parfois pour les mêmes raisons, parfois pour des raisons différentes. Je m'excuse, j'ai été un peu long, le sujet est passionnant et félicitations encore aux organisateurs. Merci beaucoup, Monsieur Yann, pour ces très belles contributions. Vous êtes revenu sur des éléments essentiels de notre discussion et également des pistes de réflexion à venir sur la problématique d'aujourd'hui. Madame Aïcha, vous avez le micro pour les différentes réponses, ou peut-être je peux revenir dessus, comme la question de Batraoré qui revenait justement sur la question centrale du viol, si c'était quelque part une cause une cause justement de déscolarisation de la jeune fille. Et si oui, est-ce que vous avez justement des chiffres qui clarifient cela, que ce soit au niveau scolaire, secondaire ou universitaire? Et également revenir sur les préoccupations de Madame Odile, Marie-Odile, qui revenait justement sur comment pouvons-nous aujourd'hui parvenir à respecter le cadre institutionnel qui permet justement cette scolarisation des filles, et également peut-être donner voir s'il y a une comparaison possible entre aujourd'hui la diversité des programmes qui existent aujourd'hui et à leur époque, ou peut-être même aujourd'hui les systèmes d'internat qui existaient. Est-ce qu'il y avait peut-être un réel impact, un impact concret justement sur les systèmes d'internat qui mettent justement les jeunes femmes en dehors de tout ce système patriarcal, de toutes ces problématiques qui quelque part justement constituent un frein à leur scolarisation. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aboubacar, et merci aux intervenants et de contente de retrouver des amis comme Yann, qui a été un mentor pour moi sur beaucoup de questions, notamment en matière de protection. Et pour les questions extrêmement pertinentes de nos amis Ba et Madame Marie-Odile. Alors, sur la question des violences sexuelles de manière générale, pas juste le viol, parce qu'il y a d'autres formes de violences sexuelles qui se manifestent dans le cadre de l'environnement scolaire. Il y a de plus en plus d'efforts pour documenter, d'ailleurs pas juste les violences sexuelles, mais ce qu'on appelle les violences de genre en milieu scolaire. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je pense que l'UNESCO a vraiment pris le devant en termes de documenter ces problématiques de violence en milieu scolaire.
Il y a beaucoup d'obstacles qui se posent. Je me souviens avoir fait une étude au Cameroun, notamment sur cette question des violences en milieu scolaire, et d'avoir remarqué que justement, il n'y avait pas de culture de dénonciation qui nous permettait aussi de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau des écoles, mais que c'était effectivement une problématique qui préoccupait et qui concernait beaucoup d'élèves, d'élèves filles en particulier. Sur les violences sexuelles en particulier, je l'ai mentionné plus tôt dans mon propos, que l'école ne devienne pas ou ne soit pas un espace où on reproduise les violences de genre, les violences basées sur le genre. Malheureusement, c'est encore le cas. Ce que j'ai appris, ayant moi-même enseigné dans le supérieur, c'est qu'on avait un travail extrêmement crucial à mener sur les questions de consentement auprès des jeunes, que ce soit au niveau du secondaire ou au niveau du supérieur, qu'il y avait réellement, et c'est le vécu, c'est pas, il n'y a pas de chiffres suffisamment précis pour que je puisse vous dire quelle est la prévalence ou quoi que ce soit, mais c'était le vécu des étudiants, des élèves, des enseignants aussi, que c'était un phénomène, la question des violences sexuelles en milieu scolaire, que ce phénomène-là, aujourd'hui, il est amplifié par les réseaux sociaux, qu'il y ait un très mauvais mélange qui se fasse entre certaines de nos normes sociales et malheureusement la représentation des femmes et le rapport que les hommes et les garçons ont à la sexualité. Ça donne un cocktail explosif où on a beaucoup de jeunes filles qui ont été violées sans savoir qu'elles ont été violées dans le cadre de leurs études, tout simplement parce que leur compréhension de ce que c'est le consentement, de oui, c'est oui, de non, c'est non, a été extrêmement floutée par plein de choses qui l'ont parasité, qu'il y ait des garçons même qui aient forcé certaines de leurs camarades de classe à avoir des rapports sexuels avec elles sans savoir que c'était un rapport forcé, sans savoir que c'était un rapport non consenti, etc. Donc moi, ce que j'ai vu en enseignant dans le supérieur et en entendant un petit peu le vécu de beaucoup d'enseignants, d'étudiants, etc., c'est qu'on avait un travail colossal à faire sur la question des violences sexuelles, qu'il y a un tabou qui n'est pas juste un tabou au niveau de l'école, mais qui est un tabou sociétal par rapport à ça, qui fait que ce n'est pas dénoncé et que quand même c'est dénoncé, on a une culture du silence autour de ça, où on n'a pas un dispositif juridique où les gens sont équipés pour accueillir ce genre de témoignages et pouvoir orienter les victimes de manière appropriée. La question des violences sexuelles, c'est une question qui prend énormément de place, qui, comme vous l'avez dit, est malheureusement très peu documentée de par sa nature et par le fait qu'aussi qu'il n'y ait pas suffisamment de dénonciation, mais une question qui devrait prendre beaucoup plus de place dans nos interrogations autour de l'éducation. Mais oui, pour répondre à votre question, les violences basées sur le genre jouent sur la déscolarisation des filles. Ça, par contre, ça a été prouvé, que ce soit des formes de harcèlement, que ce soit des formes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, de violences verbales, de violences psychologiques, etc. Effectivement, ça prend une place extrêmement importante dans les raisons qui sont citées pour lesquelles les filles soient déscolarisées. Maintenant, sur la deuxième question de Madame Odile, je pense. C'était par rapport au cadre Oui, institutionnel. Oui, c'est ça, c'est ça. institutionnel et par rapport également à l'internat. J'ai pas une réponse pour vous, malheureusement, pour l'internat. Je pense pas avoir une compréhension suffisamment approfondie par rapport à ça. Après, est-ce que l'internat des filles, c'est un espace où il n'y a pas de reproduction de ce qui se passe dans la société patriarcale de manière générale? Je ne suis pas sûre de ça, mais je ne peux pas répondre vraiment à votre question comme cette solution étant l'alternative la plus prometteuse pour garantir le maintien des filles à l'école, comprendre est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé, parce que je pense que c'est l'une des plus grandes raisons. Moi, ma compréhension, c'est que là, beaucoup d'internats sont quand même encore privés et que il y a un certain coût qui est lié à ça. Donc, est-ce que c'est une réponse qui pourrait euh, concerner tout le monde? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse et je suis maintenant très curieuse de le savoir, donc je vais me renseigner. Mais pour la question du cadre institutionnel, vous l'avez bien dit, il y a des dispositifs
légaux et politiques relativement bien avancés, relativement bien faits en fonction des pays dans lesquels on se trouve, les politiques de gratuité de l'école, les politiques de SCOFI, et comme l'a très bien dit Ian, c'est pas des politiques d'éducation des filles, c'est des politiques de scolarisation des filles. Donc, il y a peut-être ce rapport un peu mécanique qui est lié juste au fait de scolariser et pas à la question de l'éducation de manière générale, excluant donc les considérations de qualité, les considérations qui sont liées à la rétention, etc., qui ne sont pas forcément prises en compte dans ces politiques-là. Et vous avez mentionné un élément qui est très important, c'est l'application de ces dispositifs. C'est là où le bas blesse pour la plupart des pays. On a un réel problème d'application. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de mécanisme comment dire, je pense qu'on dit mécanisme répressif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme disant que si vous ne respectez pas ces dispositifs-là, vous serez sanctionné. Oui, voilà, des mécanismes de sanction, c'est ça le mot que je cherchais, des mécanismes de sanction qui pourraient permettre ça. Est-ce que même la sanction, ce serait la solution? Il y a beaucoup de pays où la sanction ne marche pas. Quelles sont les mesures incitatives qui doivent accompagner le cadre institutionnel? Je pense que c'est là où la question devient de plus en plus intéressante, de sorte à ce que voilà, il y ait une appropriation de la part des communautés, il y a une appropriation de la part des écoles ou de tout l'écosystème autour de l'éducation pour que ces dispositifs soient respectés et pas juste des sanctions ou bien des mesures légales pour corriger tout ça. Je pense que ce serait plus ça la question. Comment on arrive à vraiment faire de telle sorte qu'il y ait de l'appropriation au niveau des communautés? C'était pas une question, l'intervention de Ian, c'était un brillant témoignage par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il reste à mieux faire, en tout cas en termes d'évaluation de tout le travail de recherche qui est en train de mener, même si je pense qu'il y a encore l'agenda de recherche gagnerait à être beaucoup mieux élaboré, beaucoup plus diversifié dans les angles et dans les scopes de recherche qu'on est en train d'adresser, mais surtout l'utilisation de la recherche. Alors ça, c'est ce qui me préoccupe le plus, comment on arrive à faire de telle sorte, que les évidences que l'on génère puissent alimenter les efforts de plaidoyer. Parce qu'on le sait, on est dans des configurations où un plaidoyer qui n'est pas basé sur les données, n'est pas basé sur les preuves, ça irrite énormément nos décideurs. Donc, je pense que vraiment, oui, utiliser les résultats de la recherche et se baser sur les résultats de la recherche pour orienter, et de l'évaluation surtout même, pour réorienter les prochains efforts politiques ou programmatiques sont capitaux. Et de manière plus importante, c'était une très jolie manière de conclure, euh, comment on doit repenser l'éducation de manière générale. Qu'est-ce qu'elle a à offrir à notre éducation en Afrique de l'Ouest? Est-ce que l'éducation que l'on propose, en tout cas formelle, elle, elle est à la hauteur des défis qui se présentent à nous en Afrique de l'Ouest et du Centre? Je pense que c'était aussi tout l'objet de mon propos, de dire que peut-être il faut repenser notre manière de faire, notre manière de considérer ce que c'est que l'offre éducative et comment l'offre éducative s'aligne avec la demande éducative. Et pour ça, on doit mieux écouter. On doit mieux écouter les apprenants eux-mêmes, pour commencer, et les apprenantes. On doit mieux écouter leurs parents, on doit écouter les communautés dans lesquelles ces apprenants et ces apprenantes vivent. On doit écouter nos techniciens, nos experts de l'éducation, notre personnel pédagogique, etc. Donc, c'est un chantier qui nous attend, mais avec toutes les belles avancées que nous avons constatées en Afrique de l'Ouest et du Centre, je suis sûre qu'on ira dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aïchaba, pour toutes ces réponses, pour toutes ces clarifications que vous avez données. Et c'est tout pour moi. Je vais rendre la parole à Mariam Sissé, ma collègue, pour la dernière partie de ce dialogue. Merci. Merci beaucoup, Alpha. Nous arrivons au terme un peu de ce dialogue. Je profite de l'occasion pour remercier tous les participants pour leur contribution essentielle, pour ceux qui ont pris la parole, mais également ceux qui ont pris le temps de partager leur point de vue dans le chat. Pour certaines questions, notamment, j'ai vu une question sur des filles en situation de réfugiés, les filles en déplacement. Juste pour dire qu'on a fait une table ronde virtuelle
sur l'éducation en situation d'insécurité et la question a été analysée par nos invités et les conclusions de cette discussion sont disponibles sur le site de Wati. Il y a également des questions dont les réponses ont été apportées par Aïcha un peu en début de propos. Je profite aussi pour remercier la présence et saluer la présence de professeur Marie-Odile Adanazo, qui a été ministre de l'enseignement supérieur de la recherche au Bénin de 2016 à 2019. Merci beaucoup, professeur, pour la présence. Peut-être juste avant de conclure, Aïcha, je vois qu'il y a une dernière question qu'on a laissée dans la boîte QR. C'est une question juste par rapport au bon exemple à suivre dans notre région. Donc, la question est de Rokia Sistero qui demande quel est aujourd'hui le pays qui donne le bon exemple en termes de maintien des filles à l'école en Afrique de l'Ouest et qu'on devrait suivre dans la zone. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a un pays en a plus en avance que l'autre, mais chaque pays a fait des avancées qui méritent d'être mises en avant euh, à sa manière. Je peux donner par exemple, oui, l'exemple du Sénégal, encore une fois, pour qui le ministère de l'Éducation est le ministère le mieux doté par rapport en termes en proportion en tout cas du budget du gouvernement du Sénégal. C'est pas une fin en soi, parce qu'il faudrait voir ce que ça veut dire en termes d'optimisation des ressources. Je pourrais donner l'exemple de la Sierra Leone, qui a fait des avancées extraordinaires sur l'inclusion euh, des filles enceintes et des adolescentes mères à l'école, sur le maintien des filles enceintes et des mères adolescentes à l'école. Je pourrais donner l'exemple du Niger sur le décret de la SCOFI, qui était vraiment un décret qui visait également à adresser la question du mariage des enfants. Chacun a sa manière de briller. Et je pense qu'avoir des espaces comme celui que Wati est en train d'offrir, c'est de vraiment mutualiser les expériences, mutualiser l'apprentissage et faire de telle sorte qu'on arrive avec des solutions qu'on puisse mettre à échelle et qui puissent être des exemples pour tous les pays. Euh, on vit dans une région qui a la beauté de se ressembler dans ses défis et dans ses bonnes pratiques. Avoir un espace comme celui que Wati offre, c'est la meilleure des manières, je pense, pour apprendre et pour fédérer nos forces et fédérer nos intelligences et voir comment on peut ouvrir les meilleurs systèmes possibles pour nos enfants. Merci beaucoup, Aïcha, pour ces éléments qui sont très clairs. Et je crois que tout au long de cette conversation, vous avez montré dans vos différentes interventions à quel point l'école contribue vraiment concrètement à l'autonomisation des femmes et des filles sur le long terme et pourquoi il est important que ce travail-là soit fait pour qu'elles puissent bénéficier de ce que l'école a à offrir en termes de perspectives d'avenir. Et surtout, pourquoi il est important de renforcer ces liens-là entre l'éducation des filles et leur participation en tant que citoyennes dans nos sociétés. Peut-être la dernière question, c'est toujours sur les recommandations que vous avez commencé à énumérer. Si aujourd'hui vous aviez en face de vous des décideurs politiques justement qui ont la possibilité de changer les choses à travers leurs différentes politiques et surtout leur volonté qu'ils peuvent porter, quelles seraient les 3 recommandations les plus importantes selon vous et que vous pourriez leur donner pour des politiques et des initiatives en faveur du maintien des filles à l'école plus efficace, bien sûr, en Afrique de l'Ouest? 3 recommandations. La première, c'est celle que j'ai mentionnée plus tôt, c'est de tirer profit de cette expertise, de cette intelligence collective que l'on a dans nos pays, mais également du vécu, des expériences sociales de toutes les parties prenantes de l'écosystème qui jouent dans l'éducation. C'est la première chose. Je pense que parfois on essaye d'inventer des mesures qui ne sont pas forcément alignées avec nos besoins. Il faudrait juste savoir écouter et savoir écouter au bon moment. Et le bon moment, c'est tout le temps, c'est à travers tout le cycle d'une politique, tout le cycle d'un programme. Les personnes qui sont concernées par ça pour leur proposer des politiques qui servent au mieux leurs intérêts. La deuxième chose, je pense, sur la rétention des filles à l'école, sur le maintien des filles à l'école, ce serait vraiment
la question des normes sociales. Ça paraît abstrait, ça paraît ambitieux, ça paraît difficile de transformer les normes sociales, mais ce n'est pas impossible. Si on voit que sur certains aspects, dans certains pays, on a réussi à baisser la prévalence du mariage des enfants, dans d'autres pays, c'est les mutilations génitales féminines, c'est que même les normes sociales les plus enracinées dans nos sociétés peuvent être adressées d'une manière ou d'une autre et qu'il n'y a pas de fatalisme par rapport au comportement de nos communautés si on y va avec la bonne approche. Et la bonne approche, c'est de ne pas antagoniser. La bonne approche, c'est d'intégrer les personnes au sein des discussions, de comprendre leur modèle, de comprendre leur compréhension de ce que c'est, de la perception qu'ils ont de la mobilité sociale des filles, etc. Et de savoir le faire entre nous, c'est dans le sens où il n'y a pas mieux placé que nous pour naviguer les codes, les cultures, les étiquettes, les langages, les complexités de notre culture pour vraiment essayer de relever ces défis-là. Et la dernière chose que je dirais au niveau des recommandations, ce serait probablement de ne pas dissocier l'éducation d'autres aspects, d'autres services sociaux de base. On ne peut pas penser que les filles resteront à l'école si elles ne sont pas protégées en dehors et au sein de l'école. Si elles ne sont pas protégées des violences sexuelles, des violences en tout genre, si elles n'ont pas accès à des services de qualité en termes de santé sexuelle et reproductive, s'ils n'ont pas accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, c'est qu'on doit se dire que cette même fille avec laquelle on travaille, ce qui nous intéresse, c'est son bien-être et ses droits de manière générale. C'est pas juste un aspect de tout ça, parce que tous ces aspects sont interdépendants. Donc, oui, c'est ça. Transformer nos partenariats et notre manière de collaborer avec les parties prenantes. La deuxième, j'ai déjà oublié. La deuxième, c'est de travailler sur la transformation des normes sociales. Et le troisième, c'est de travailler de manière compréhensive, holistique plutôt, pardon. Travailler de manière holistique et voilà. Et en quatrième bonus, c'est de travailler sur l'engagement des enfants et des filles dans tous ces processus-là. Parce que je pense que amènerait, ça nous amènerait sur des perspectives auxquelles on n'a même pas pensé et qui sont les solutions dont on a besoin. Voilà. Merci beaucoup, Aïcha, pour les recommandations. Donc, tirer profit de toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'éducation, travailler sur les normes sociales, même si cela prend du temps, mais avec une bonne approche, donc qui soit inclusive et ne pas dissocier l'éducation des autres services sociaux de base qui tournent autour de la fille. Donc, avoir cette approche holistique-là, prendre le bien-être des filles et leurs droits de façon générale et bien entendu, les inclure en tant que principales concernées dans toutes ces discussions. Merci encore une fois pour la disponibilité et la générosité dans le partage des différents éléments. Juste à informer les participants qui sont en train de nous suivre sur Zoom et également sur Facebook Live qu'un document récapitulatif des différents constats et recommandations sera disponible et publié sur le site de Wati en français et en anglais et qui pourra être largement partagé et exploité sur les éléments partagés par Aïcha. Donc, c'était tout pour cet après-midi. Nous vous donnons rendez-vous peut-être le mois prochain pour une autre discussion virtuelle de Wati sur une autre thématique. Merci. Merci beaucoup à Wati et merci à tous les participants. C'était Merci. un plaisir. Au revoir.